Pendant longtemps, et notamment dans les sports de combat qui ont une longue tradition, la préparation physique a été énormément négligée. On est dans des sports hybrides où l'aspect technico-tactique est tellement important que souvent on brille en dépit d'une bonne préparation physique, en dépit d'une bonne nutrition. En sport de combat, on a une culture qu'il faut arrêter à tout prix, celle des régimes yo-yo, où on change de catégorie de poids de manière assez spectaculaire. Vous connaissez tous comme moi des athlètes qui perdent 10 kilos alors qu'ils n'en font que 70 ou 80. La conséquence la plus pragmatique qu'on puisse mettre sur la table, c'est que vous ne combattez pas avec le même corps que celui avec lequel vous entraînez. Notamment dans les sports de combat. Pour plus grosse erreur, on a une pesée, donc on a une date de combat, entraînement. La première des choses qu'on veut faire, c'est perdre du poids rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime totalement l'utilisation de glucides. On le sait aujourd'hui, les athlètes qui gagnent vraiment et qui font la différence, c'est les athlètes qui sont les chefs de projet. Intéressant, il faut sortir de cette vision un petit peu passée de l'entraîneur qui a comme subordonné l'athlète. Je dis que les entraîneurs qui nous écoutent doivent se former un minimum à la préparation physique, lire un minimum la préparation physique. Ce qui va faire la différence, c'est la connaissance fine de la discipline dans laquelle on intervient, voire même de la catégorie de poids dans laquelle on intervient, du sexe qu'on va entraîner. Ça, c'est vraiment des clés pour moi de la préparation physique spécifique, efficace. Et donc, on a du mal en tant que préparateur physique à échanger avec un entraîneur si on ne comprend pas du tout la discipline. Avant de démarrer cet épisode avec Nico et de déployer ces 3 phases de la planification, l'affûtage, la récup, le microcycle de choc, vous savez ce qu'il faut faire, il faut nous soutenir, liker, commenter, partager cet épisode. Si vous en voulez plus, allez c'est parti, on se retrouve dans l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super content aujourd'hui de retrouver Nicolas Hott. Nico, c'est super cool de venir nous voir. Je suis très content d'être là, depuis le temps qu'on doit le faire. Mais malheur, ça fait 1000 ans qu'on essaye de préparer ce moment où on va enfin pouvoir échanger sur l'entraînement. Ça fait des années en fait. Ça fait des années. Des années. Bon, fallait que ça mature, fallait que cet épisode arrive à un moment donné. Il y a un temps pour tout. Ceux qui ne connaissent pas Nicolas Hott, c'est un préparateur physique. C'est avant tout comme ça que je le connais, mais c'est aussi un nutritionniste et un entraîneur, un petit peu moins connu sur cette 3e casquette-là, qui sévit principalement dans le MMA, et c'est sûrement là-dessus que vous allez l'identifier si vous ne le connaissez pas sur les réseaux. Il a travaillé avec de nombreux champions, c'est quand même un des préparateurs physiques français les plus notorious en la matière. Et vraiment, merci d'être venu partager avec nous. On va parler de ces 3 piliers du coup dans l'entraînement. Avec grand plaisir, Aurélien. L'entraînement technico-tactique, la préparation physique et la nutrition. Comment on arrive à les imbriquer, comment on arrive à les mettre en musique. Et on va faire ça dans 3 séquences d'entraînement classiques. La première que je te propose, c'est un microcycle de choc, typiquement un camp d'entraînement. La deuxième que je te propose, c'est un cycle vraiment dédié à la récupération, un moment où on va baisser tous nos capteurs au maximum. Et un 3e moment, le moment un peu clé pour les compétiteurs, l'affûtage. T'es chaud ? Ouais, c'est très bien. Génial. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout parce que l'affûtage, c'est toujours le truc le plus technique, c'est souvent le truc qu'on foire et ça nous écroule une prépa. Hyper important. Cool. Allez. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant qu'on démarre ? Parce que j'ai fait une présentation très succincte parce que tu es mon pote, donc moi ça va. Mais il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément et qui ont peut-être envie d'avoir les grandes lignes du pédigré. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, avant tout, je suis un combattant de base. Donc ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, ceinture noire de lutte à livrer. J'ai fait 3e au championnat du monde de MMA amateur. Et puis j'ai combattu en pro dans les 2 plus grosses organisations européennes de l'époque, qui étaient le Cage Warriors et le BAMA. Après, comme tout combattant qui a envie de progresser, qui a envie d'aller plus loin, tu vois, je me suis très rapidement, parce que je n'étais pas le plus doué, très rapidement je me suis intéressé à la préparation physique, je me suis intéressé à l'entraînement et la pédagogie autour de l'entraînement, comment on pouvait faire pour optimiser ses résultats. Et puis, je me suis intéressé à la nutrition, comment on faisait, parce qu'on est dans des sports à catégorie de poids, comment on faisait pour être au poids et puis pour être performant le jour J. C'est une vraie question hyper fondamentale. Et
il y a vraiment trop peu de personnes qui se la posent. Je referme la parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. Bah, c'est ça. En fait, au travers de ma pratique, je me suis posé tout un tas de questions. J'ai essayé de répondre à ces questions. Et c'est comme ça que je me suis progressivement formé. Et puis que progressivement, j'ai pu prendre ces casquettes et puis prendre le relais, essayer d'aider le maximum de personnes et notamment le maximum de combattants sur ces casquettes-là. Donc j'ai été entraîneur national sur l'équipe de France de MMA amateur depuis 2019. C'était une aventure, j'ai arrêté cette année. C'était une très très belle aventure, l'aventure d'entraîneur national. On s'est connus à l'époque par ce biais, préparateur physique au Krebs Île-de-France, de 2015 à 2021. Ça, c'est le moment où on se rencontre, effectivement. Ouais, c'est le moment où on se rappelle très rencontre, bien, la t'es préparation préparateur physique au physique, Krebs. la formation sur les BPGEPS AG2F. Et puis, en parallèle, j'étais aussi directeur de la performance au MMA Factory, qui était la grosse école de MMA. La grosse écurie de l'époque. La grosse écurie de l'époque. Et puis, là, récemment, il y en a qui me découvrent un petit peu avec cette casquette d'entraîneur, parce que depuis un an, j'ai pris la position de head coach de Nassourdine Imavov, qui est numéro 4 mondial à l'UFC actuellement, et qui va combattre à la fin de ce mois-ci, le 28 septembre, à l'UFC Paris. Et alors, c'est toi qui fais et son entraînement et sa préparation physique, ou du coup, à l'inverse, tu délègues cette partie-là Je délègue la partie préparation physique. Génial. Et tu tombes pas dans le piège de l'entraîneur omnipotent, bien que tu aies des compétences et de la lecture en la matière. C'est ça, mais parce qu'on est aussi pris par le temps, en fait, tout simplement. Et puis, à un moment, il faut savoir déléguer, mais toujours avec cette vision. Hein, je pense que c'est le truc qui va revenir principalement dans ce podcast, cette vision holistique, d'être capable de dire, OK, même si je délègue, je comprends que la préparation physique, c'est et l'entraînement et en dehors de l'entraînement, quand on est dans la salle de sport, quand on est dans la salle de musculation. Et je comprends comment mixer tout ça pour rendre mon athlète le plus performant possible le jour J. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, c'est remettre la performance au centre de l'élaboration du plan d'entraînement. On va y revenir sur cette notion de projet d'entraînement. Je meurs d'envie de te poser une question, je devrais la garder pour la fin, mais je ne vais pas le faire, je vais te la poser maintenant. Tu préfères faire quoi entre les trois ? L'entraînement. En fait, le truc, c'est que effectivement, les positions importantes que j'avais, dans un premier temps, elles étaient plutôt sur les casquettes de préparateur physique et de nutritionniste. Mais ce qui me passionne le plus depuis toujours, c'est la performance. Et la performance en sport de combat, dans son ensemble. Tu as envie d'être le chef d'orchestre ? J'ai envie d'avoir le plus gros impact possible sur la performance. J'ai envie d'emmener la personne avec laquelle je travaille le plus loin possible. Et parfois, sur cette personne-là, ça peut être la nutrition. Parce qu'en fait, la nutrition, elle est tellement mal gérée que quand tu modifies la nutrition, tout se passe mieux. Parfois, c'est la préparation physique. Et souvent, c'est l'entraînement dans sa globalité qui va permettre de définir, OK, pour cette personne, aujourd'hui, le facteur limitant de sa performance à haut niveau, c'est telle partie. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est me poser cette question de quel est le facteur limitant de la performance, que ce soit l'aspect mental, physique, entraînement, tactique, technique, et ensuite essayer de décranter ce facteur limitant pour faire exploser la performance de la façon la plus rapide possible. Hyper intéressant. On en revient à la notion de projet d'entraînement d'une part, dont on va parler largement, et d'autre part à la culture spécifique à certains sports, et des sous-cultures après en fonction des postes, des profils, des nations, etc. Mais il y a quand même des cultures dans certains sports où un des trois piliers, il y a d'autres piliers avant que vous le disiez en commentaire, il y a évidemment la prépa mentale, évidemment l'environnement socioculturel, évidemment certains parcours de sélection, etc. On pourrait parler d'énormément de choses. Bon, on se centre délibérément sur trois piliers qui sont les trois casquettes que toi tu as en tant que professionnel. Bien et sûr. Que tu pourrais assumer au sein d'une équipe, mais on est tous conscients ici qu'il y a d'autres choses. Et sur ces trois piliers-là qu'on a décidé de retenir pour cet épisode, et ben effectivement, dans certains sports, on voit que certains piliers font une différence instantanée, parce que culturellement abandonnés, parce que culturellement non maîtrisés, parce que économiquement peut-être pas développés non plus. Dites-nous en commentaire, dans vos sports à vous, sur ces trois piliers-là, quels sont ceux qui sont, selon vous, les priorités parce que sous-exploités, sous-cotés ? En sport de combat, c'est quoi le pilier le plus sous-coté de ton point de vue ? Alors, je pense que pendant longtemps, et notamment dans les sports de combat qui ont une longue tradition, la préparation physique a été énormément négligée.
Et donc, quand tu arrivais et que tu mettais en place une préparation physique très simple, mais que tu explosais les performances physiques des athlètes, tu les rendais plus forts, plus explosifs, plus endurants, ça avait un impact très, très, très important sur la performance. Notamment, moi, je me souviens au Krebs Île-de-France, on travaillait avec les karatékas ou même les combattants de boxe française. Tout de suite, quand tu changeais la préparation physique, il y avait un impact sur la performance. Donc, je pense que dans ces sports un petit peu traditionnels, un petit peu vieux, entre guillemets, la préparation physique, elle a un impact qui est très important. À plus forte raison que ils étaient assez innovants et sur la mise en place de préparation physique dans les années 60-70. C'était les premiers sports, le judo, la lutte, qui ont compris qu'il fallait vraiment développer les paramètres physiques. Mais ils sont restés là-dessus. Et du coup, ils ont l'impression d'être toujours à la pointe. Enfin, ils avaient, parce que on parle de ça il y a 10 ans maintenant. Mais ils avaient l'impression d'être à la pointe de la perf grâce à de la prépa physique intégrée ou orientée, etc. Alors que comme ils ne mesuraient pas et qu'ils n'avaient pas encore les nouveaux réflexes de préparation physique actuels, évidemment, ils étaient loin des gaps que tu peux déclencher, que tu peux combler grâce à de la prépa maîtrisée. Je ne suis pas surpris de ce que tu dis. Ouais, c'est ça en fait. Faut dire la réalité, c'est que le sport de haut niveau, notamment le sport de haut niveau dans les sports qui sont hybrides, c'est-à-dire que on est fort dans les sports de combat, mais on n'est pas très fort par rapport à des haltérophiles, par exemple. On est endurant, mais on n'est pas très endurant par rapport à des vrais spécialistes de l'endurance. Donc, on est dans des sports hybrides où l'aspect technico-tactique est tellement important que souvent, on brille en dépit d'une bonne préparation physique, en dépit d'une bonne nutrition. Et donc, c'est des facteurs sur lesquels, quand tu prends un athlète de haut niveau et que tu commences à faire de la bonne préparation physique, tu commences à avoir un bon suivi nutritionnel, il y a un cap à passer qui est très important parce que sur le technico-tactique, on est quand même assez solide en France. Quand tu parles de judo, on est sur le très très haut niveau. Et donc, il y a des acquis technico-tactiques sur lesquels on est fort. Surtout, on a une culture des sports de combat qui est marquée, parce que c'est une observation qu'on peut faire sur le karaté aussi, sur les différentes boxes, c'est fort en anglaise, ça a toujours été, c'est fort en MMA, on le voit aussi. Et donc, je pense que sur cet aspect-là, dans ces disciplines-là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Sur le MMA, c'est un petit peu différent parce que le MMA permet un panel technico-tactique qui est tellement large que le travail technico-tactique a vraiment une influence qui est très, 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 très importante. Et même au-delà du panel technique, c'est vraiment l'application tactique de son panel technique, c'est-à-dire les choix que tu vas faire qui vont avoir l'impact sur la performance qui va être le plus important. Alors bien sûr, si la préparation physique n'a pas été développée, si le suivi nutritionnel n'a pas été fait, forcément, ça va avoir un impact très important. Peut-être aussi qu'en MMA, il y a une culture de la prépa physique nord-américaine. L'UFC est régulièrement pris comme une des franchises clés quand on a envie de montrer une innovation de prépa physique dans les congrès. Avant, on prenait le foot US, on prenait le basket, NBA, NFL, et maintenant, il y a UFC tout le temps en référence. Donc, c'est vraiment une culture de la prépa physique qui est très marquée. C'est peut-être aussi pour ça que ça ne fait pas autant la différence. Bien sûr. Je pourrais t'interpeller à l'inverse. La richesse technico-tactique et à la variété technico-tactique de ce triathlon qu'est le MMA répond la variété de préparation physique et de potentiel physique à développer, qui est aussi encore plus large qu'en judo, encore plus large qu'en lutte, encore plus large qu'en boxe. Et donc, on pourrait se dire aussi que le gap pourrait être... Mais sauf que les mecs arrivent quand même très préparés au niveau où toi, tu les récupères à haut niveau quand même. Ouais, très préparés. Et après, c'est toujours une question de ça aussi. Il faut voir le facteur limitant en fonction de l'athlète. C'est-à-dire que tu as un Francis Ngannou, c'est pas sur l'aspect physique que tu vas le faire évoluer. Il est déjà tellement fort, tellement puissant, au-dessus de tout le monde, tellement au-dessus de tout le monde, au-dessus des minima qu'il lui faut pour performer. Autant pas perdre de temps. Sur l'aspect technico-tactique, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Et puis parfois, je pense à d'autres combattants français qui sont à haut niveau parce que techniquement ils sont très forts, parce que tactiquement ils sont très forts, mais sur l'aspect préparation physique, finalement, ils sont arrivés à haut niveau sans jamais vraiment développer le niveau de force, sans jamais développer vraiment le niveau d'endurance d'un point de vue général. Et puis, quand tu développes ça, tu leur donnes une longueur d'avance à nouveau. Et donc, sur le haut niveau, il faut faire du cas par cas. Il faut aller étudier vraiment sur cet athlète-là, quel est le point sur lequel je dois passer du temps qui va lui permettre de passer un cap le plus rapidement possible.
Ouais, c'est vraiment l'individualisation dans le projet d'entraînement. C'est vrai que je réfléchis à ce qu'on est en train de se dire et j'ai beaucoup de contre-exemples qui sont arrivés au très haut niveau sans structurer leur prépa physique, avec cet ancien modèle de l'entraîneur un peu omnipotent, Omniscient. qui aide un peu sur tous les paramètres et qui prend en charge le programme d'entraînement. Évidemment qu'il faut passer à l'étape suivante très vite. Mhm. Euh, on le sait aujourd'hui, hein, les athlètes qui gagnent vraiment et qui font la différence, c'est les athlètes qui sont les chefs de projet. Mhm. Que l'entraîneur soit le chef d'orchestre, je l'ai dit en introduction, j'en suis convaincu, mais le chef de projet, celui qui pilote son propre projet et son destin, celui qui portera les mitaines dans la cage, c'est le combattant. Et on voit la différence entre des combattants qui se laissent porter par un système, par éventuellement un peu de talent, par leur club, voilà, et ceux qui, à un moment donné, disent non, mais moi, je vais construire mon système de A à Z et je vais faire de la performance. Et c'est plus une question d'argent, c'est plus. On prenait l'exemple de Thomas Louberzan, avec qui tu as travaillé pendant Bien des sûr. années, avec qui j'ai collaboré au Cercle ici aussi à l'époque, et on était au Rascamp cet été. Bon, Thomas, à un moment donné, il a pris son projet en main. C'est un chef de projet. Ouais. Donc voilà, il a ce qu'il a comme ressources financières, il a ce qu'il a comme ressources technico-tactiques physiques. Il s'entoure du staff qui peut convaincre de venir avec lui dans ce contexte-là. Et derrière, il monte son projet. Et derrière, il devient numéro 1 mondial. Ouais. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est très intéressant. Il faut sortir de cette vision un petit peu passée de l'entraîneur qui a comme subordonné l'athlète. Ouais, et j'en parlais dans une interview récemment et je disais, on n'a pas une relation de chef et de sous-chef, on a une relation de tu as un projet, laisse-moi t'aider dans le projet et aide-moi à t'aider dans ton projet. Et ensemble, on va discuter de comment on peut faire pour atteindre ton objectif. Mais on n'est pas dans un truc où moi j'ai un projet pour toi, puis toi tu vas exécuter mon projet et le jour où tu vas être dans la cage, comment on va faire ? Parce que le jour où tu vas être dans la cage, tu vas être tout seul face à quelqu'un. Donc, moi, ce que j'aime, c'est qu'on ait pris plein de décisions ensemble, qu'on ait vu quelles étaient les meilleures décisions à prendre. Et dans ces décisions, on évolue progressivement autour d'une réflexion pour se dire, voilà le chemin vers lequel on doit se diriger. Et ensuite, on a un contrat ensemble moral et on assume ensemble nos décisions. On assume nos décisions ensemble. On a pris un chemin ensemble, si ça coule. Alors, hyper intéressant. Donc voilà, il y a ces 3 piliers sur lesquels on va vraiment discuter aujourd'hui. On sent ta sensibilité actuelle dans ta vie professionnelle sur l'entraînement. Je comprends complètement pourquoi, parce qu'effectivement, c'est cette vision transversale du projet. C'est probablement ce qui va te permettre d'orienter en fonction des moments sur tel ou tel pôle et d'avoir cet impact que tu espères avoir sur la performance. Je comprends et je respecte ça. Derrière, tu vas t'appuyer donc sur un préparateur physique dans lequel tu as confiance, mais que tu vas pouvoir lire et comprendre. Donc ça rappelle que les entraîneurs qui nous écoutent doivent se former un minimum à la préparation physique, lire un minimum la préparation physique, pour pas se faire compter fleurette, pour pas tomber dans des gourous, et il y en a plein, des imposteurs. Inversement, je reste persuadé qu'un préparateur physique qui maîtrise son sujet aujourd'hui, évidemment, on a tous accès à l'information. Aujourd'hui, nous, on a connu un monde où il n'y avait pas Facebook. Bon, aujourd'hui, non seulement il n'y a plus Facebook, mais en plus, il y a 10 fois mieux. Donc, il y a accès à toute l'information. Donc, on est tous au même niveau de formation, ou peu s'en faut. Il y a des meilleurs et des moins bons préparateurs physiques. Enfin, globalement, il y a des tendances. Ce qui va faire la différence, c'est la connaissance fine de la discipline dans laquelle on intervient, voire même de la catégorie de poids dans laquelle on intervient, du sexe qu'on va entraîner. Ça, c'est vraiment des clés pour moi de la préparation physique spécifique efficace. Et donc, on a du mal en tant que préparateur physique à échanger avec un entraîneur si on ne comprend pas du tout la discipline. C'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'un préparateur physique qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Parce qu'au-delà de sa propre discipline, il faut, s'il vient en boxe, qu'il n'est pas boxeur, c'est pas grave, on ne lui demande pas de faire les championnats du monde. Il faut qu'il mette un peu les gants. Tu sais, en médecine, on parle de ça. Tu vas voir un chirurgien et puis il va t'opérer. Et puis tu vas voir un autre spécialiste et puis il va trouver une autre solution liée à sa spécialité. Et la problématique qu'on a avec la division des spécialités, donc il y a un avantage, c'est la spécialisation et donc l'augmentation du savoir. Mais la problématique qu'on a, c'est que chacun met sa paire de lunettes
et lit la situation en fonction de sa paire de lunettes. Je m'explique. On a un combattant et puis il y a un moment, deuxième round, il est fatigué. Et le préparateur physique arrive et dit « Ah bah oui, il est fatigué parce que sa VO2 max n'est pas assez importante. » Et puis le nutritionniste arrive et dit « Oui, il est fatigué parce que ses réserves de glycogène n'étaient pas assez importantes. » Et le rôle aujourd'hui du head coach, de l'entraîneur, c'est d'être capable de mixer toutes ces informations, de valoriser, de peser, de prioriser ces informations et de dire non, aujourd'hui, l'absence de cardio au deuxième round qu'il a eu, c'est parce qu'il se fait agresser, il est mis sous pression, il répond à des actions au lieu de lui agir, il coupe sa respiration. Et donc, quand tu coupes ta respiration, même si tu as la plus haute VO2 max du monde, tu ne peux être que épuisé. Même si tu as les plus hauts stocks de glycogène au monde, si tu ne respires pas parce que tu es stressé, parce que tu prends des coups, tu n'as plus d'énergie. Et donc, le rôle de l'entraîneur, du head coach, c'est d'être capable de mesurer l'importance de tous les facteurs mentaux, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on parle préparation physique et nutrition, mais il y a bien sûr plein d'autres facteurs à prendre en compte. Et là où je te rejoins, mais à 2000%, c'est que pour moi, l'entraîneur moderne, aujourd'hui, il doit se former à l'ensemble des disciplines liées à la performance. Et encore une fois, alors, pas forcément expert comme toi, tu peux l'être en préparation physique, mais informé. Plus. Et encore une fois, on n'a pas de raison. On n'a pas de raison de ne pas se former. Pourquoi ? Parce que la première année, tu arrives sur le terrain, tu connais que ton métier. Que tu sois nutritionniste, tu connais que le métier de nutritionniste. Et préparateur physique, tu connais que la préparation physique. Très bien. La deuxième année, tu te formes un petit peu à autre chose. Tu te formes un petit peu à la nutrition, tu te formes un petit peu à la biomécanique appliquée, tu te formes à l'entraînement, tu te formes à autre chose. Si chaque année, tu te formes à quelque chose, au bout de 10 ans, tu n'as pas de raison d'être resté au même niveau de connaissance que quand tu es arrivé sur le terrain. On ne demande pas à celui qui vient d'arriver sur le terrain d'être formé à tout. On demande à celui qui vient d'arriver sur le terrain de continuer à se former pour que dans 10 ans, il ait un savoir suffisamment polyvalent, ce que tu disais tout à l'heure, ce dont tu parlais tout à l'heure, le coaching à 360, qui soit capable de comprendre la récupération, l'entraînement, le volume et la charge de travail, l'intensité, et qui soit capable de mixer tout ça pour avoir la réponse la plus cohérente possible. Je te rejoins. C'est vrai que, tu sais, on prend toujours l'image des inconnus sur le bon chasseur et le mauvais chasseur, où ils n'arrivent pas évidemment à répondre. Hein. Vous irez voir le sketch, les plus jeunes d'entre vous. Très compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un bon chasseur ? Les boomers connaissent le sketch. Les plus jeunes devront aller voir ce qu'est un bon chasseur dans le bouchonnois. Nous, on est capable, enfin moi en tout cas, j'ai une vision très claire de ce qu'est un bon entraîneur. Et un bon entraîneur, je te rejoins, c'est quelqu'un qui a une vision holistique des choses, qui a une vision à 360. Alors évidemment, j'ose espérer que le bon entraîneur est moins bon préparateur physique que moi, qu'il est moins bon nutritionniste que toi, mais il est capable de nous en parler, tu vois. Il est capable de nous en parler, et pas qu'un peu, pendant des heures. Et il prendrait n'importe quelle personne lambda, et il serait capable de lui faire un plan de préparation physique chiadé, maîtrisé, tu vois. Basiquement, il a un niveau déjà débrouillé dans les deux. Et c'est ce qui, et même en prépa mentale et dans le reste. Et c'est ce qui fait ce côté holistique, le sens, je pense, de cet épisode, c'est comment on replace la performance au centre comme quelque chose de multiforme, de complexe, de composite. Et c'est aussi ce que je pousse de plus en plus dans les informations, dans les formations que je fais, ce que je donne à mes élèves CQP ou BP. Soyez des coachs à 360, ne serait-ce que d'un point de vue business. Au-delà de... Nous, on est en train de parler de déontologie là, et de vision du métier, mais d'un point de vue business, sortez de cette séance de 70 balles de l'heure où il n'y a rien avant, il n'y a rien après, parce que non seulement économiquement, on peut faire mieux que ça, mais en plus de ça, probablement que c'est pas ça qui va faire vraiment progresser les gens, qui va faire qu'ils vont rester, qu'ils vont continuer à s'engager. Alors que si vous intervenez sur le sommeil, que vous êtes capable de leur parler de ce qu'ils mangent, et Dieu sait que ce qu'ils mangent est plus important que ce qu'ils font avec vous pendant 1 heure, et là, vous créez réellement un environnement de projet de performance, même à bas niveau. C'est une erreur de penser que le client, en coaching perso, il vient chercher un préparateur physique. Il ne vient pas chercher un préparateur physique, il vient chercher une solution à son problème de vie courante. Il vient chercher une solution à son mal de dos. Il vient chercher une solution à son manque d'énergie. Il vient chercher une solution au fait qu'il ait du mal à jouer au foot avec ses gamins le dimanche.
Et donc, nous, on doit mettre en place un système, un mode de vie qui lui permet de se coucher peut-être un peu plus tôt, créer des nouvelles habitudes, se coucher peut-être un peu plus tôt, manger un peu mieux, faire de la muscu 2-3 fois par semaine, avoir une activité cardiovasculaire qui lui permet de rester en bonne santé. Et tout ça, c'est une vision holistique, encore une fois, pas de la performance pure, mais de la prise en charge de son client. Être holistique, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être réaliste. C'est ce qui va vous permettre vraiment de comprendre ce qui est attendu de vous et ce que vous allez pouvoir de manière rationnelle mettre en place. Parce que voilà, le client, il a des enfants, le client, il a un boulot, souvent stressant. S'il est capable de vous payer, c'est qu'en plus, il a des responsabilités, très probablement. Donc, tout ça fait que si vous lui dites, on va faire 5 séances par semaine de 4 x 8, non seulement vous êtes juste en train de reproduire un truc que vous avez pu faire vous quand vous étiez jeune, mais en plus, ça n'est pas réaliste. Donc, alors que, par contre, prendre le contrôle de la part glucidique dans son alimentation comme premier milestone, comme première borne de passage, ça c'est réaliste à 2 semaines. Et ça va avoir un impact immédiat. Prendre le contrôle de sa routine pré-coucher pour qu'il récupère mieux et qu'il s'adapte mieux à votre séance, ça, dans les 2 semaines qui suivent, ça peut être un autre objectif. Et puis peu à peu, on va coloniser comme ça son projet pour que lui se l'approprie et le mette en place quand vous n'êtes pas là non plus. Et surtout quand vous n'êtes pas là. Surtout quand vous n'êtes pas là, parce que vous êtes là peu. Et c'est tout à fait vrai aussi en haut niveau, puisque comme tu le rappelais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer quand tu seras dans la cage seul, sans moi ? C'est pas moi qui vais combattre. Tant mieux. Tant mieux. Donc, à ce moment-là, il faut que tout ce qu'on a prévu à 360 émerge et soit à ta portée. Et c'est toi qui vas évidemment prendre les décisions. Je ne pourrais pas combattre à ta place. Créer le maximum de bonnes habitudes, que ce soit au moment où on doit performer ou dans son style de vie au quotidien. Fin de l'introduction. J'espère que vous kiffez parce que moi, vraiment, je me régale. On va enchaîner avec une première partie vraiment technique. On va délivrer des recettes, du savoir, peut-être des anecdotes et des clés. Commençons par ce qu'on appelle, nous, un microcycle de choc en préparation physique. Souvent, on vulgarise ça sous forme de camp d'entraînement. On aime bien parler de camp d'entraînement. Ça s'y prête bien au microcycle de choc. Un camp d'entraînement, c'est un moment où on va délibérément augmenter le volume de pratique sur différents paramètres. Ce qui qualifie un cycle de choc, c'est quand tu augmentes conjointement le volume et l'intensité d'une charge. Voilà. On peut aussi augmenter, régler la complexité et la spécificité. Ça, c'est ce qui nous fait passer d'un camp d'entraînement de prépa physique à un camp d'entraînement spécifique de bagarre en MMA. Okay, on va croiser le fer avec plein de spécialistes de différents pays. Donc là, on a un enjeu particulier sur la gestion stratégique du projet d'entraînement. Et sur nos 3 piliers, évidemment, j'ai des choix à faire en tant qu'entraîneur, en tant que chef d'orchestre. Il va falloir que je régule la part technico-tactique, en profiter. Il va falloir que je gère ma part préparation physique, parce que c'est un vrai défi. Et il va falloir que je gère la nutrition en conséquence. Alors, la première des choses, c'est que nous, effectivement, on a des camps d'entraînement. Et ces camps d'entraînement, ils ont des durées variables parce qu'on a un emploi du temps. Ce n'est pas une discipline olympique sur lequel le calendrier est prévu d'avance. C'est-à-dire que autant on peut avoir du temps pour préparer un combat, autant soudainement, il y a le combat le plus important de ta carrière, il est dans 3 semaines. Il faut être prêt. Et du coup, il y a un enjeu qui est un petit peu particulier au MMA et au sport de combat où il y a des bourses, mais c'est vraiment dans le MMA qu'il y a cette particularité, c'est que on doit plus ou moins être en forme toute l'année. Et on a plutôt une utilisation dans le MMA de manière générale d'une planification qui est assez similaire pendant l'année. C'est-à-dire que là où on va avoir vraiment l'utilisation de pics de forme, et après on pourra revenir un petit peu plus en long et en large sur le pic de forme et la planification de ce pic de forme, sur lequel je pense qu'on a modifié pas mal de choses ces dernières années. C'est-à-dire qu'on voit que c'est compliqué quand même de planifier une performance optimale, un petit peu comme on le disait, de manière scientifique, programmée. Il y a eu beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de mensonges. On y a beaucoup cru. On revoit sur TF1 les entraîneurs et préparateurs physiques des différentes équipes nationales dire on commence mal le tournoi, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a une planification précise où on va
avoir un pic de forme pour la finale. Bon, déjà, il faut y aller en finale. Et ensuite, on sait à quel point c'est difficile avec des athlètes qu'on a toute l'année avec nous. Alors, des athlètes qu'on a 2 semaines, évidemment que tout ça n'est que du flanc. Très compliqué. Donc, aujourd'hui, moi, en tout cas, dans ma planification, ce que j'essaie, en fait, c'est de faire ce qu'on vient de dire avec les clients particuliers. Je fais la même chose avec le haut niveau. J'essaie de créer un planning, une routine qui va te permettre de progresser toute l'année, qui va te permettre d'être en forme toute l'année et qui va te permettre aussi d'avoir une gestion de la charge de travail qui est adaptée à ta capacité de récupération. Et sur ça, j'ai remarqué quelque chose. Tu vas me dire, mais c'est une évidence, Nico. Oui, c'est une évidence. Mais oui, parfois, des évidences, on met du temps à les remarquer au quotidien. J'ai remarqué que les athlètes les plus explosifs et les plus lourds que j'ai, encore une fois, tu vas me dire, c'est une évidence, ne peuvent pas s'entraîner autant que les athlètes les plus légers et les plus féminins que j'ai. C'est-à-dire que l'emploi du temps de Delphine Benoîche, qui est vice-championne du monde de MMA amateur, qui est de 2 entraînements par jour, qu'elle encaisse sans broncher, sans trop de soucis, n'est pas le même emploi du temps que celui de Nassourdine Imavov ou de Jorik Montagnac, qui sont à la fois plus lourds, qui sont des hommes et qui sont beaucoup plus explosifs. Et ce que je remarque, c'est que la progression idéale pour Jorik, c'est plutôt 7 entraînements par semaine. La progression idéale pour Delphine, c'est plutôt 10 entraînements par semaine. Et ce delta entre les deux, de 3 entraînements par semaine, va faire que déjà la demande technique pour les femmes est un peu plus élevée, entre guillemets, parce qu'il y a moins de puissance, il y a moins d'expression d'agressivité et de puissance. Chez Jorik, quand on arrive à 10 séances par semaine, on court vers la blessure. Parce que chaque fois qu'il fait un effort, il va au maximum de la capacité de ses muscles à fournir un effort. Et donc, déjà, la première des choses, c'est l'individualisation. Je vous prends 2 secondes de votre épisode simplement pour vous parler de mon école de coach. Si vous n'êtes pas encore au courant, on forme des coachs ici à Paris, mais partout en France, au CQP Instructeur Fitness. Ça se fait en 6 mois, 3 rassemblements de 10 jours. C'est intense, mais c'est hyper qualitatif. J'ai que des intervenants de haute qualité. Alors, je compte sur vous si vous cherchez à devenir coach professionnel. Dans la charge d'entraînement et dans l'intensité des séances qu'on est capable de produire. Alors ça, typiquement, dans un cycle de choc, ça a un impact énorme parce que ça cadre complètement ce qu'il est possible de faire. Et je vois trop de staff nationaux français qui font comme si ça n'existait pas. Donc évidemment, c'est toujours les mêmes qui se blessent. Donc on se dit, ils sont fragiles. En fait, on a juste pris le problème par le mauvais bout de la raison et on ne s'est pas calé sur les bonnes choses. Là où j'ai beaucoup progressé là-dessus, moi, c'est en Russie. Et donc l'équipe russe, qui est une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde encore aujourd'hui, et qui subit parfois des programmes d'entraînement qui ne sont pas pilotés par elle. Donc typiquement, quand on fait un camp d'entraînement en sport de combat, on le sait, on va se rassembler dans un espèce de stage international. Alors c'est un peu moins cadré dans le MMA, mais dans les sports olympiques, on s'engage à venir avec une équipe et à participer 2 fois par jour à des séances de combat et d'opposition. Et il se cache. Il y a des consignes. Toi, tu vas prendre que des légers et tu vas faire du coup, tu vas bouger, tu vas pas faire chuter, tu vas te gérer. Tu vas sauter un match sur 2 pour alléger la séance. Finalement, ils vont faire 2 ou 3 séquences. Bon, bref, C'est autorisé. C'est piloté par l'entraîneur national. Ok. Donc, c'est organisé par personne. Très bien. Pour être certain que ces profils dont tu parles là, alors il y a les profils effectivement plus lourds, je suis d'accord avec toi, masculins sont plus exposés, plus ils sont explosifs et avec en plus un style de combat à risque qui va avec, et plus il faut faire attention. Il y a aussi l'âge. On n'entraîne clairement pas des juniors comme on entraîne des seniors. Et à un moment donné, rester sur arc-bouté sur 2 fois par jour, sur un mec qui a 30 balais, qui est déjà 2 fois champion du monde, qui a déjà des niveaux de performance physique largement au-dessus de ce qui est attendu de lui. On prendrait Ngannou tout à l'heure. Ngannou, il n'y a aucune raison d'entraîner ce mec-là 2 fois par jour. Tu vois ? Alors, je ne le connais pas, je n'ai jamais entraîné, ça se trouve. Et pour d'autres raisons, il faudrait le faire. Je suis en train juste de faire le café des sports. Mais a priori, selon les critères très généraux qu'on définit là, il n'y a pas besoin de partir sur un volume comme ça, y compris dans un cycle de choc. Exactement. Tu me fais penser à Clarisse, avec qui je discutais avant les JO
2021. 21 du coup, puisque c'était ceux de 2020, mais qui ont eu lieu un an plus 2021, tard. qui me disait que sur son emploi du temps, elle faisait 3-4 séances de judo dans la semaine. Parce qu'elle avait atteint un niveau de maturité dans le judo qui lui permettait de conserver ou même d'exploiter son niveau avec 3-4 séances de judo. Et que par contre, à côté, elle mettait d'autres séances de préparation physique, de mouvement, de yoga, il me semble qu'elle incorporait, de jiu-jitsu brésilien. Et que tout ça, ça lui permettait d'être performant parce qu'elle a gagné les Jeux Olympiques 2021, puis elle a repris son titre de champion du monde quelques années. Et ce qu'elle ne faisait pas du tout quand elle était plus jeune. Et là, alors même qu'elle était déjà titrée championne du monde aussi, c'est juste que c'est des moments de vie et des moments de charge qui sont complètement différents. Je reviens sur notre microcycle de choc. Du coup, bon, on voit individualisation absolument nécessaire. Il n'y a pas une règle générale en la matière. On comprend le message. Je peux parler de la plus grosse erreur ? Ah ben, ça m'intéresse. Alors, je vais parler de la plus grosse erreur, notamment dans les sports de combat. Plus grosse erreur. On a une pesée. Donc, on a une date de combat, on a une pesée. On est au début du camp, on est sportif de combat, et donc on aime vivre, on aime manger, on aime sortir, et on s'est laissé un petit peu aller sur le poids. Et quand on arrive à ce début de camp d'entraînement, la première des choses qu'on veut faire, c'est perdre du poids rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On supprime totalement l'utilisation de glucides. Et donc, rapidement, ce qu'on fait... Ça, c'est un réflexe très MMA. Voilà, très MMA. Dans les sports d'endurance ou dans les sports co, ils vont avoir peut-être des fois la tendance inverse, réduire toutes les graisses et augmenter la part glucidique, parce qu'ils vont se dire, il va y avoir beaucoup d'endurance, je vais beaucoup consommer, donc je remplis le tank, ce qui est une erreur inversée, pas meilleure. Bon, mais restons sur ton exemple. Le classique des sports de combat, on coupe les glucides tout d'un coup. Au bout de 2 jours, on a perdu ses stocks de glycogène, on a perdu l'eau qui était attachée avec ces stocks de glycogène, et soudainement, surtout qu'on perd beaucoup d'eau parce qu'on transpire le soir, etc., on ne se réhydrate pas forcément de manière optimale, et soudainement, après 2 jours, j'ai perdu 2 kilos. Coach, tu as vu, j'ai commencé à faire un effort, j'ai perdu 2 kilos, je suis content, la vie est belle. Ça, c'est les 2 premiers jours. Ensuite, au bout de 3-4 jours, il y a la fatigue qui commence à arriver. La récupération des entraînements n'est plus optimale. La capacité à exploser, et Dieu sait qu'on a besoin d'exploser dans les sports de combat, n'est plus optimale. Pourquoi ? Parce que la récupération est directement liée à ces stocks de glycogène. Pourquoi ? Parce que la capacité à exploser est directement liée à ces stocks de glycogène, notamment les stocks de glycogène intramusculaires. Situés dans le muscle, je vais directement utiliser le glucose que j'ai stocké dans le muscle pour faire l'effort que je vais faire avec ce muscle. Et du coup, on est sur quelque chose où on vient de commencer le camp d'entraînement, on vient d'augmenter, c'est le réflexe des sports de combat, le volume soudainement, je veux m'entraîner plus, parce qu'avant, je n'avais pas de date. Donc là, j'ai une date, je veux m'entraîner plus, je veux m'entraîner plus fort aussi, je veux beaucoup me tester dans des situations à haute intensité, donc plus de volume, plus d'intensité, moins de calories, moins de glucides. It's a recipe for disaster. Ce qui va se passer la plupart du temps, c'est grosse fatigue, blessure, contre-performance, plus envie de s'entraîner, etc., etc. Ce que je préconise, pour revenir à ce que je préconise dans ce cycle de choc, ce qu'on appellerait un fight camp dans les sports de combat, c'est tout simplement d'avoir créé des habitudes d'entraînement qui nous permettent d'être déjà prêts au volume d'entraînement dont on va avoir besoin à l'approche du fight camp, premièrement. Deuxièmement, ne pas augmenter soudainement le volume de travail, ça on vient de le dire, puisqu'on est déjà prêt à ce volume, le volume reste quasiment similaire, mais par contre on a le besoin, la nécessité d'augmenter l'intensité, parce qu'on ne peut pas avoir la même intensité de travail toute l'année. Donc on va augmenter l'intensité, notamment sur des choses assez spécifiques, des sparring spécifiques par exemple. Troisièmement, quatrièmement, en termes de nutrition, on veut garder les glucides, on veut être capable de récupérer, on veut être capable d'exploser, on veut être capable d'être en forme pendant les entraînements. On ne peut pas augmenter le volume, l'intensité et baisser le carburant qu'on met dans son corps. On veut garder ce carburant. Et donc, ce que je recommande à ce moment-là, effectivement, on garde le volume, effectivement, on augmente l'intensité, on garde un régime plus ou moins isocalorique, celui qui nous permet d'être au même poids qu'on était auparavant, mais on va commencer une phase de recomposition corporelle, c'est-à-dire qu'on va perdre de la graisse, on va continuer à garder la même masse musculaire, peut-être l'augmenter un petit peu. En tout cas, on va rester plus ou moins au même poids, mais progressivement perdre la graisse ou perdre un petit peu de poids. Mais pour faire ça, il faut être un athlète professionnel sérieux. C'est-à-dire qu'avant d'avoir eu cette date de combat, il faut avoir continué à maintenir son poids relativement proche
du poids de forme, pas trop loin du poids de forme. Et puis, il faut avoir maintenu un emploi du temps assez similaire à l'emploi du temps qu'on va avoir pendant le fight camp. Et du coup, je sais qu'on est en train de parler de ce cycle de choc, je sais qu'on est en train de parler du fight camp, mais en même temps, je suis obligé de te dire, Aurélien, on est obligé de dézoomer et de Bien dire, sûr. pour que ce fight camp se passe bien, il faut que Voilà ce qui se passe avant. avant le fight camp soit calibré pour ce fight camp. Et voilà ce qui se passera après aussi. On pourrait évidemment tout de suite mettre un bloc de restitution derrière, de récupération orientée vers l'émergence De la performance. des effets, des progrès. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut parce que, évidemment, que ces phases de tumulte physiologique, elles sont là pour provoquer de l'adaptation. C'est ça le but de la manœuvre. On ne se fait pas chier pour rien. Mm. Donc, on ne peut pas parler d'un cycle de manière isolée, je te rejoins complètement. Donc, le message clé à ramener à la maison, c'est que avant un cycle de choc, il y a un long cycle de préparation, que j'appelle moi un cycle d'approche, qui ressemble un peu quelque part à un cycle d'affûtage, dont on parlera tout à l'heure, mais pas à visée compétitive, à visée d'être prêt spécifiquement pour ce camp. Et croyez-moi, sur parole, ça change tout en matière d'efficacité du camp. Non seulement physiquement, ils sont prêts, mais en plus, mentalement, ils sont ici et maintenant. Ça fait 3 semaines qu'on rumine ce camp, qu'on le prépare, qu'on l'affûte. Et quand il arrive, c'est génial. Tout est prêt, on est déterminé, tout est en ordre, on est prêt à en tirer le maximum. Je rajouterais un élément qui est important, que tu as touché du doigt en disant je vais chercher à maintenir, à être pas trop loin de mon poids d'efficacité, de mon poids de forme, mon poids de compétition en fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Et alors, je suis convaincu d'un truc, c'est que en sport de combat, on a une culture qu'il faut arrêter à tout prix, celle des régimes yo-yo, où on change de catégorie de poids de manière assez spectaculaire. Hein. Vous connaissez tous comme moi des athlètes qui perdent 10 kilos alors qu'ils n'en font que 70 ou 80. C'est énorme. C'est beaucoup trop par rapport à la physiologie humaine et qui le font de manière répétée, régulière. On ne va pas rentrer dans les effets à long terme de ce type de stratégie. Clairement, créer des gens qui ne sont pas en forme à très long terme et qui vont derrière avoir des gros problèmes de gestion du poids. À court terme, la conséquence la plus pragmatique qu'on puisse mettre sur la table, c'est que vous ne combattez pas avec le même corps que celui avec lequel vous vous entraînez. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Alors certains vont me dire, oui, mais les autres le font aussi. D'accord. Il n'empêche que vos repères technico-tactiques sur un corps de 80 kg n'ont rien à voir avec ceux que vous aurez sur un corps de 73 kg. J'ai pris un exemple au hasard. Donc, véritablement, j'insiste là-dessus, Mansour Issaev, champion olympique de judo, quand j'étais en Russie, champion olympique en moins de 73 kg, il pèse 72 kg. Pas la veille, pas l'avant-veille, les 3 mois qui précèdent. Tagir Galbouliaïev, pareil, champion olympique, 1 kg sous la limite. Alors, à l'entraînement, ça fait bizarre parce qu'il se retrouve hyper léger par rapport au mec qu'il affronte toute l'année. Ça, c'est un sujet. Mais au final, c'est pas grave, c'est de la surcharge. On assume. On assume, c'est de la surcharge et il s'entraîne en réalité avec des partenaires d'entraînement de la catégorie du dessous qui, eux, feront le yo-yo. Bah, tant pis pour vous. Mais en tout cas, il prend des repères sur son propre corps à lui. Et quand il affronte les mecs sur qui il avait vraiment du mal à l'entraînement parce qu'ils étaient beaucoup trop lourds pour lui, là, eux, ils seront redescendus. Donc d'un seul coup, ils feront le même judo, ok, mais moins bien. Et lui, par contre, il fait son judo à lui à pleine vitesse. Et donc, ces cycles de choc, je vous le redis, faites-les avec le plus proche possible. Alors, des fois, c'est pas possible de tenir longtemps sur ces périodes-là, ça devrait, mais des fois, c'est pas possible. Mais le plus proche possible de votre corps de compétition. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ouais, surtout dans des disciplines comme le judo, dans lesquelles il y a un calendrier de compétition qui est très important. Plus c'est maîtrisé, moins il y a d'excuses. Dans lesquelles tu as une pesée le matin du combat ou la veille du combat, la veille au soir, c'est ça en judo ? Alors, ça maintenant, non, ça dépend du niveau, mais maintenant au niveau international, c'est passé la veille. C'est passé donc, la veille, repesée potentielle et il y a une repesée le matin potentielle avec de une contrôle. marge de quelques pourcents, c'est ça ? Il ne repèse pas tout le monde, mais si effectivement tu es sorti de ta marge, tu seras pénalisé.
Voilà, donc notamment dans ces sports où il y a, tu vois, le judo, le karaté, la lutte, où il y a un emploi du temps compétitif qui est très important. Je suis obligé de mettre un bémol sur le MMA parce que... Qui est la réalité de la sélection de last minute, quoi. Voilà, il y a un qui est là. combat qui tombe. Et surtout, je suis obligé de mettre un bémol parce qu'on a des pesées à 36 heures. Et donc, je vais prendre l'exemple de Nassourdine Imavov, qui fait un cut qui est très, très, très léger pour la catégorie. Nassourdine, il est à 91, 92 kilos toute l'année. Ça bouge pas. Hors camp ou pendant le camp. Et une semaine avant le combat, il est à 90, 91. Et ensuite, il descend à 84 kilos et recombat à 90 kilos. Le jour du combat, 36 heures après la pesée. Même parfois plus de 36 heures. C'est quelqu'un qui cut très peu pour l'UFC. C'est raisonnable. C'est un des plus légers dans sa catégorie à l'UFC. La plupart vont prendre dans sa catégorie aux alentours de 10 kilos. C'est-à-dire que la pesée 84 kilos le vendredi matin et ils vont combattre le lendemain soir à 94-95 kilos. Alors, c'est hyper intéressant. Et ce raisonnement, on peut même l'avoir sur le judo, hein, même quand tu as du temps. Parce que avec Ewan Burton, par exemple, qui était un moins de 81, qui faisait, donc ça ressemble un peu à ce que tu décris, il faisait 89 kilos toute l'année. Donc là aussi, un cut qui commence à être un peu important, mais qui se faisait sur plusieurs semaines avant. Et ensuite, la stratégie était de reprendre. On savait que lui il faisait les phases finales systématiquement, puisqu'il était tête de série, donc protégé. Et donc l'idée était de reprendre progressivement sur la journée les kilos perdus. Donc, stratégie de maîtrise de ton poids de corps qui fait qu'au début de la journée, quand tu es fragile, c'est pas grave, tu prends des mecs qui sont un peu moins forts, tu n'es pas sur ton poids d'entraînement et tu n'es pas sur ton poids où tu es très très lourd. Mais le soir, par contre, les mecs qui vont te prendre, ils vont retrouver le mec de 90 kilos qu'ils avaient à l'entraînement. C'est ça. Et donc, ces stratégies, quand elles sont bien maîtrisées, alors par contre, il faut les essayer à l'entraînement, justement. Les camps d'entraînement, pour le coup, les fight camps sont des bons moments pour faire ces essais-là. Ah bah là c'est redoutable. Là, c'est redoutable parce que tu retrouves au bon moment ton poids d'entraînement et tu t'es entraîné toute l'année au-dessus de ta limite hors norme. C'est l'idée. C'est retrouver ton poids de forme. Et non pas, comme certains le pensent, soit maximiser le poids, c'est-à-dire être le plus lourd possible. C'est pas le plus lourd possible, c'est le plus en forme possible que tu dois être le jour du combat. Et pareil, hors combat, c'est pas monter très très lourd. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Non. Surtout qu'un des effets principaux que je vois, moi, que j'observe chez des athlètes qui font beaucoup de cutting, c'est progressivement une réduction de leur masse musculaire et une augmentation de leur masse adipeuse. Puisqu'à chaque régime rapide qu'ils effectuent, ils perdent un petit peu plus de muscles. À chaque reprise, ils reprennent un petit peu plus de gras. Et puis au final, ils sont de plus en plus gras et de moins en moins musclés. Et dans un sport à catégorie de poids, on veut quand même avoir la masse musculaire la plus élevée par rapport à sa catégorie de poids. Évidemment. Alors, on reviendra là-dessus sur l'affûtage, parce que du coup, ça devient un vrai sujet. Je te propose de faire suite à la phase de tumulte. Forcément, répond une phase d'accalmie. À un moment donné, il faut aussi quand même récupérer. Et quand bien même, ce serait un peu moins planifiable dans le MMA, malgré tout, en sortie de combat, on sait qu'on a le temps de souffler un petit peu. Et là, et pareil, après une phase de camp, il y a une phase de récup. Et donc, comment notre triptyque, là, tu le gères, toi, en tant que chef d'orchestre, pour l'optimiser dans ces phases de récupération ? Alors, sur la phase de récupération, comme tu l'as dit, nous, souvent, la phase de récupération, elle se fait juste après le combat. Il y a plusieurs facteurs qui se mixent, et je dirais que le facteur principal, le plus important, c'est le facteur psychologique. Parce que tu sors d'un combat, c'est un ascenseur émotionnel, tu as fait un combat, tu as eu un public, tu as eu un objectif pendant 6 semaines, 8 semaines, tu as combattu, tu as effectué ton combat, et puis d'un seul coup, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'on t'appelait tous les jours, tu avais un emploi du temps chargé tous les jours, tu avais un volume d'entraînement, tu avais une fatigue, etc. Et d'un seul coup, il va se passer au moins une semaine où il va quasiment rien se passer. Grosse dépression. Grosse dépression. Et grosse joie en même temps, mais il y a comme un vide qui s'organise autour de tout ça. Donc déjà, sur l'aspect psychologique, moi, ce que je recommande à mes athlètes sur cette semaine-là, en général, je les interdis de venir à l'entraînement. Mais en tout cas, quand je dis je les interdis de venir à l'entraînement s'entraîner. Mais je les autorise, puisque l'entraînement est au cœur de leur vie, hein, c'est ça la réalité d'un sportif de haut niveau.
je les autorise à venir à l'entraînement pour discuter, pour échanger, pour célébrer, pour revenir sur le combat, pour voir les copains. Donc sur l'aspect psychologique, tu as le droit de venir. Je parle là vraiment la première semaine qui suit. Mais entre guillemets, tu n'as pas le droit de t'entraîner. C'est vraiment là, on est sur la décharge vraiment intense où on coupe l'entraînement. Parce qu'on a ce problème avec ceux qui sont très dans l'entraînement où en fait, il n'y a jamais de décharge. Le mec, il a combattu le samedi soir. Delphine Benoît, c'est son cas. Elle a combattu le samedi soir. Le lundi, elle va être revenue à l'entraînement pour se réentraîner, pour progresser, etc. Et le problème, souvent, c'est que quand on fait ça, on ne le paye pas la semaine qui suit l'entraînement. La semaine qui suit le combat, on le paye 2-3 semaines après, quand on commence à remettre de la charge et de l'intensité dans le cycle, et que là, on a une fatigue cumulée qui ne s'est jamais dissipée. Et donc, moi, je veux déjà dissiper cette fatigue. Donc, on a un cycle où on va vraiment diminuer, quasiment annuler. Ce que je peux lui recommander souvent dans ce cycle, c'est de faire un petit peu de travail, mais qui n'a rien à voir avec le MMA, qui n'a rien à voir avec les sports de combat. Tu veux faire un foot avec tes potes, tu peux aller faire un foot. T'aimes l'escalade, va faire l'escalade. Tu veux faire un petit footing parce que c'est ton truc. Je parle pas un footing mesuré. Je veux pas de mesure de la distance, du temps. Tu veux va faire un footing. Tu veux faire un petit peu de trampoline parce que avant tu faisais de la gym et va. Fais quelque chose que tu kiffes et que tu aimes. Mais pas d'entraînement spécifique au sport de combat. Le minimum de temps passé à la salle d'entraînement. Pareil en prépa physique, du coup. Pareil en prépa physique. Tu déprogrammes. Je déprogramme. Vraiment. Pas d'attente particulière. Pas d'attente particulière. Je veux juste une forme d'activité dans la semaine. Souvent, je recommande 2-3 fois. Donc, on passe de 10 à 2-3. Donc, c'est du 30%. C'est même pas... On parle souvent de 50%, 40%. Là, je parle de 30%, 20%, ou voilà, un petit peu d'activité dans la semaine, mais rien de spécifique. Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que je l'ai observé aussi à chaque fois. Alors, il y a toujours le cas aussi les 4 champions, souvent c'est les meilleurs d'ailleurs, qui eux, alors il n'y a pas de problème, eux, ils disparaissent, mais on sait où ils sont. Ils sont à Dubaï, ils sont à Vegas. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci pour déconnecter, ils ne sont pas à l'entraînement. Donc il y a ce cas-là où là, il faut à l'inverse donner des petits devoirs de vacances. Mais effectivement, alors que des fois, tu as du mal à les avoir sur le tapis à l'heure, au bon moment, au bon truc et tout, tu te bats, tu vois, dans le centre d'entraînement pour la rigueur, la régularité, etc. Surtout sur des équipes nationales où tout le monde n'est pas là de son plein gré. Toi, ils t'ont embauché en tant que professionnel, tu as peut-être un peu moins ça, mais quand tu subis un squad en tant qu'athlète, des fois, les mecs, ils ont dentiste le jeudi matin, tu vois. Putain, il n'y a pas d'entraînement. Donc ça aussi, ça arrive. Et par contre, ce sont ces mêmes athlètes-là qui, désœuvrés après la compétition, sont en train de traîner dans le centre, à chercher comme des zombies, tu sais, à gratter aux portes. Qu'est-ce qu'on fait de notre journée, quoi. Et face à ça, moi, je me suis mis à faire des fake sessions, tu vois. Très, très bien. Et du coup, on dit, on va organiser. Mais alors, c'est vraiment du flanc. Alors, certaines séances, c'est de la mobilité. Ça, c'est facile. C'est pas fake. On fait de la mobilité, de la respi, beaucoup de respiration. On va faire par contre, on va faire après des pseudo-séquences de récup qui n'en sont pas vraiment. Parce qu'évidemment que, ça y est, on a déjà recouvert les stocks. D'ailleurs, on va parler de la nutrition après. Mais par exemple, on va faire des séquences un peu Wim Hof de froid, de mindset, de choses comme ça. Eux, ils pensent que c'est de la récup par le froid. Ça n'en est évidemment pas. Là où vraiment je leur en mets plein le cornet dans l'enfumade, c'est je vais faire carrément des séances de vitesse, d'intensité, j'appelle des fois des relances de vitesse, tu vois, ce qui ne veut rien dire. Et en fait, on va faire des trucs où ça transpire un peu parce qu'il fait chaud, parce qu'on est un peu couvert, et qu'on va faire 10 secondes de trucs. Par contre, des temps de récup hyper longs, à forte valence aérobie. Et donc, en fait, je fais une espèce de séance de 40-45 minutes qui a presque zéro impact, si ce n'est... Je me sens bien. Je me sens bien, je me sens toujours affûté. Et j'en suis venu à faire des espèces de semaines comme ça, remplies de vide. C'est quelque chose qui m'arrivait de faire au Krebs Île-de-France. Parce que effectivement, y a ce côté institutionnel où il y a ton emploi du temps. Exactement. Tes 2 séances de préparation physique, elles sont planifiées. Tu dois venir le mardi et le jeudi à la préparation physique, quoi qu'il arrive. Et donc, toi, tu dois venir. Moi, je suis payé pour te donner les séances de préparation physique, qu'on soit dans une semaine de décharge ou qu'on soit pas. Et donc, on fait un mix de tout ça où je fais 2 séances d'animation, comme tu dis, avec différentes thématiques selon ce qu'ils aiment, selon ce qu'ils veulent, selon ce que moi je veux faire.
ou parfois on sort dehors parce qu'ils sont tout le temps dans un gymnase et je vois qu'à un moment, tout le temps dans un gymnase, ça leur fait péter un plomb et on essaie de changer. Et ça, je comprends tout à fait ce que tu dis. Sur l'aspect nutrition, la problématique, encore une fois, je parle beaucoup des sports de combat hein, parce que c'est ma spécialité, mais la problématique que j'ai avec les combattants sur cet aspect-là, c'est le goinfrage. L'extrême. L'extrême. On rebascule dans l'autre extrême. On rebascule dans l'autre extrême. 10 kilos. Parce que le combattant, pendant tout le camp d'entraînement, il n'a pensé qu'à manger. Du début à la fin de l'entraînement, toute sa vie, c'était quand je vais finir ce camp d'entraînement, quand je vais être pesé, je vais pouvoir à nouveau manger comme j'ai jamais mangé auparavant. Et donc, je l'ai fait, moi. Buffet à volonté. Tout le monde l'a fait. Le chocolat. Tout le monde l'a fait. Bien sûr. Et c'est là où, effectivement, il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que je te laisse suffisamment de marge pour que tu ne sois pas frustré. Il faut que tu te fasses plaisir. Mais moi, j'aime bien dire que, bon, le combat, c'est le samedi. Donc déjà, samedi soir, on sait ce que tu as mangé. Dimanche, on sait ce que tu as mangé. Lundi, tu as aussi beaucoup mangé. Viens à partir du mardi, on commence à se peser déjà. On commence à faire le point. T'en es où par rapport au poids du combat? T'en es où? Et viens, on commence à mesurer, à avoir une idée de ce que tu manges et à retourner progressivement vers, au minimum, des choix alimentaires relativement sains. Et puis, si tu veux avoir un petit cheat meal, que ça arrive peut-être une fois dans la journée, mais pas des journées complètes cheater. Où tu manges n'importe quoi. Voilà. Pas des cheat weeks ou cheat months, quoi. On en a vu. Hein. Bien sûr. On en a vu. Et donc, juste, il y a un moment, ok, je te laisse déconner, mais viens, tu sais quoi, mercredi, tu vas me donner ton poids. Tu vas me donner ton poids. On va voir où ça en est. Et puis vendredi, tu vas me redonner ton poids. Et puis on va voir où ça en est. Et puis, tu fais des mesures d'impédance-métrie, une body, des trucs comme ça, toi ou je le fais. Pas énormément. Mais oui, c'est une mesure intéressante. Tu vois, j'ai une combattante là, qui a beaucoup combattu, qui a eu un emploi du temps de combat qui était inhabituel pour les pros. Elle a fait 4 combats en 4 mois. Ça se fait pas normalement. C'est beaucoup, vache. Avec des cuts. Et tu vois, le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, bah, c'est ce qui s'est passé. Elle a une masse musculaire qui a diminué. Elle a une masse graisseuse qui a augmenté sur ces 4 combats. Et je l'ai constaté. Hein, visuellement parlant, ça se constatait. Et donc on a fait tout un travail pendant l'été pour progressivement faire une recomposition corporelle pour arriver progressivement à ok, on revient sur un niveau de masse musculaire qui est plus élevé, de masse grasse qui est moins élevé, et puis on va essayer maintenant de moins partir loin de ça. Mais et une là, problématique qu'on avait, modéliser ça, il faut effectivement un peu d'impédance, quoi. Un petit peu d'impédance, c'est intéressant, mais la problématique qu'on avait avec elle, par exemple, c'est que 2 mois avant le combat, 2 mois et demi avant le combat, elle commençait à se focaliser sur la nutrition. Et comme le combat était loin, elle pensait beaucoup à la nutrition, elle faisait des efforts psychologiques sur la nutrition, mais avec plein de petites déviances, plein de petits tiens, j'ai grignoté ça, tiens, j'ai mangé ça, tiens, j'ai mangé ça. Et donc, 2 mois et demi avant, elle commençait sa prise de tête, et en fait, 1 mois et demi avant, elle n'avait toujours pas perdu de poids. Donc, elle avait passé 1 mois où psychologiquement... Elle avait occupé toute la bande passante sur un truc qui marchait même pas, quoi. Exactement. Putain. Et donc, à un moment, on a arrêté de faire ça. J'ai dit, tu sais quoi, quand tu es à tel poids, on est bien. Quand tu es à tel point, on est bien. Et ça nous permet, une semaine avant le combat, on fait ce qu'on appelle, nous, le weight cut, cette phase où on fait une forme de régime cétogène, on fait une surhydratation, et puis on va faire en sorte de perdre l'eau très facilement, puis recharger cette eau. Mais quand tu es à ce poids-là, on peut le faire facilement. La seule chose que je te demande, c'est d'être à ce poids-là à une semaine du combat. Et du coup, au lieu de faire 2 mois de travail psychologique très intense, très fort, elle avait juste à se maintenir, ce qui était relativement facile, garder un niveau d'activité physique relativement élevé, se maintenir à ce poids-là, parce qu'elle préfère dépenser des calories plutôt que réduire l'énergie, réduire sa consommation calorique. Et donc, conserver ça. Et une semaine avant, on faisait le vrai travail dur. Et au lieu de faire 2 mois de travail psychologiquement dur, et puis à la fin de souffrir un peu moins, on faisait 2 mois relativement faciles, une semaine assez dure. Mais ça, c'est beaucoup plus facile pour elle mentalement. Et pour beaucoup d'athlètes. Pour beaucoup d'athlètes, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. C'est des profils, enfin, en tout cas, dans ces sports-là, c'est des profils courants. Ouais.
Bah justement, ça nous fait notre transition vers l'affûtage. L'affûtage. Hein, je pense qu'on a fait le Ouais. tour de la récup. Donc l'affûtage, c'est une des clés. On sait à quel point, du coup, là, il va falloir matcher un certain nombre de paramètres, puisqu'on est dans un sport à catégorie de poids. Et donc, la culture du MMA, c'est effectivement ce cutting cétogène. Ouais. Que j'observe pas dans tous les sports, notamment pas dans tous les sports à catégorie de poids, et y compris les sports de combat. Par exemple, en judo, il n'y a pas cette culture-là de cétogène cut. En haltéro, il n'y a pas non plus. Et je trouve ça intéressant parce que quand c'est bien fait et bien maîtrisé, ça peut évidemment fonctionner. À l'inverse, si c'est mal maîtrisé, ça peut être une catastrophe. Mais je sais que c'est hyper développé. Tu sais d'où ça vient ? Alors pour moi, la culture du cut en MMA, ça vient de la lutte. Ça vient des sports de préhension, donc ça vient de la lutte américaine. Alors le cut vraiment de poids rapide, c'est ça. Ouais. En revanche, le cétogène spécifique, c'est pas hyper répandu en tout cas pas dans la lutte française. Ouais. Ouais, je parlais de la lutte américaine par rapport effectivement, la lutte américaine. Américaine, bon, ils ont eu beaucoup de problèmes en lutte américaine. Hein. Il y a eu des morts à cause de déshydratation trop importante. Donc maintenant, c'est pesé le jour même, comme dans la lutte olympique. Et du coup, il y a beaucoup moins de cuts qu'avant. Mais cette culture du cut, à la base, elle vient de la lutte. Comment on en est arrivé au régime cétogène ? Moi, je peux te dire d'expérience pourquoi pour nous, c'est intéressant. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit on a le camp d'entraînement. Et on a besoin de glucides pendant le camp d'entraînement. Du coup, ce qu'on fait, c'est que camp d'entraînement, tu as tes glucides, tu as ton hydratation, tu récupères bien, tu t'entraînes bien, tu es performant et tu focalises peu sur le poids, si ce n'est une légère diminution de la masse graisseuse, une légère perte de poids, mais normalement qui n'est pas trop importante pendant le camp d'entraînement. Quand tu arrives à la fin du camp d'entraînement, quand tu arrives sur cette dernière semaine, ou ces 10 derniers jours, cette phase d'affûtage, comme tu dis, c'est une phase où finalement on a peu d'entraînement. C'est une phase sur laquelle, sur les entraînements, on va avoir des entraînements qui sont courts, mais qui sont à haute intensité, pour garder les qualités physiques, mais réduire le niveau de fatigue, et donc augmenter le niveau de performance. Et donc, c'est une phase dans laquelle l'utilisation du glucide et des stocks de glycogène est beaucoup moins importante, parce que le volume a largement diminué, l'intensité a été conservée, mais finalement, tu récupères suffisamment bien quand l'intensité est conservée, mais que le volume n'est pas très important. Et du coup, c'est pendant cette phase-là, où on a beaucoup moins de volume de travail, qu'on coupe les glucides et qu'on perd du coup ce poids, tu vois, ces fameux 2 kg, 2,5 kg qu'on aurait perdu au début du camp, mais qui nous auraient fatigués pendant tout le camp, et ben on les perd à la fin du camp. Et c'est là où je dis à beaucoup de combattants, je dis attention, un poids veut tout dire et veut rien dire à la fois. C'est-à-dire que tu prenais ton exemple tout à l'heure, tu disais, ou tu prenais un exemple tout à l'heure, tu disais je suis à 73 kg par exemple, une semaine avant le combat. Je combats à 66 kg en MMA, une semaine avant le combat, je suis à 73 kg. Ça peut être beaucoup ou ça peut être très peu. Ça peut être un cut qui va être très difficile ou ça peut être un cut qui va être très facile. Ça dépend de quoi. Tu es à 73 kg, est-ce que tu es hydraté ou est-ce que tu n'es pas hydraté ? Et est-ce que tu es hydraté ou est-ce que tu es surhydraté ? Parce que nous, on fait aussi un processus qui s'appelle la surhydratation, qui permet au moment où on coupe l'eau de transpirer énormément malgré le fait qu'on ne boit plus d'eau. Donc, est-ce que tu es hydraté, surhydraté ou déshydraté ? Rien à voir. Rien à voir. Ça se compte en kilos. Et ça se compte en kilos. Est-ce que tu as tes réserves de glycogène qui sont pleines ou est-ce qu'elles sont vides ? Est-ce que tu as totalement coupé les glucides ou est-ce que non ? D'un point de vue glucidique, je mange très très bien. Et demain, là on est vendredi. Demain, moi mon point de référence c'est une semaine avant la pesée, donc c'est le vendredi. Demain, on va être samedi. Quand j'ai coupé les glucides, il y a déjà 1 kilo qui a disparu. Je percute juste un truc, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas ce que c'est qu'un régime cétogène qui nous écoutent. Ouais. Voilà, on enlève tous les glucides, tous les hydrates de carbone, sucre, évidemment tout ce qui est sucrose, tout ce qui est sucré, mais aussi les sucres qu'on appelle les sucres lents, pas de riz, pas de pain, pas de pâtes, voilà, tout ça dégage au profit d'autres sources d'énergie, donc forcément les graisses. C'est ça. Et on conserve l'apport calorique, donc on conserve le niveau d'énergie, mais on diminue les glucides. Et comme les glucides, ce que les gens ne savent peut-être pas, sont stockés dans le corps sous forme de glycogène, dans le muscle notamment, mais aussi dans le foie. Et ensuite, ces stocks de glycogène sont attachés à l'eau. Et on dit que pour chaque gramme de glycogène, il y aura environ 3 grammes d'eau qui seraient attachés à ces grammes de glycogène. Donc quand on enlève ces stocks de glycogène et qu'on enlève l'eau qui est attachée à ça, on a une perte de 2 kg, 2,5 kg selon le poids de l'athlète, très rapide.
Et puis ensuite, comme nous, on va jouer sur l'hydratation, on va faire une hyperthermie, on va faire transpirer notre athlète par différents moyens, que ce soit le sauna, la couverture chauffante, le bain. On a différents moyens pour faire ça. Et d'ailleurs, quand on est à l'UFC, c'est très intéressant. C'est quelque chose dont on pourrait parler. Tu parlais de la pointe de l'avancement en termes de technologie et de préparation physique et de suivi nutritionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'UFC, quand tu arrives sur la Fight Week, tu as des nutritionnistes qui te prennent en charge. Donc, ils te demandent ton poids, ils voient l'évolution de ton poids, ils te demandent ce que tu manges au quotidien. Est-ce que tu manges halal? Est-ce que tu manges du poulet? Est-ce que tu manges du poisson? Est-ce que tu manges... Voilà, ce que tu manges. En fonction de ça, on te sert des plats. En fonction de l'évolution de ton poids, on calcule les différents repas qu'on va te donner. Et ensuite, on te donne le matériel. Donc, on a une crème qui nous permet de suer. On a des couvertures chauffantes qui nous permettent de transpirer. Et on te donne le matériel avec les consignes. Parce que l'hyperthermie, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux si ce n'est pas maîtrisé. Et c'est quelque chose c'est un processus qui peut se passer très bien s'il est bien maîtrisé et qu'on comprend comment faire transpirer le corps sans le faire trop chauffer. Parce que ce qui est dangereux, en fait, c'est le coup de chaud, faire trop chauffer le corps et le corps qui n'arrive plus à évacuer la chaleur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'UFC, il y a beaucoup de moyens technologiques et de personnel qui ont été mis en place pour favoriser la perte de poids des athlètes et donc favoriser la performance des athlètes le jour J. Puis on est sur un facteur entraînable, encore une fois. Et puis c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui se transmet, c'est pas quelque chose qui se copie. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'on voit beaucoup d'athlètes en sport de combat foutre la sudisette. Mais en fait, voilà, ils transpirent de l'eau dont ils ont peut-être besoin encore. Tu vois, ils ne sont pas dans ce rythme-là et dans cette compréhension fine des temps de la perte de poids que tu décris. Donc c'est vrai que ça favorise des dérives par manque de compétences, manque de compréhension. Et puis c'est personnel. L'athlète, il doit vraiment vivre ça plusieurs fois avant de se lancer sur une vraie compète. Nous, on faisait des séquences de répétition à l'entraînement aussi, voilà, en phase d'entraînement où il n'y a pas d'enjeu. Voilà, on va faire un petit cutting, on va le simuler, tu vas l'apprendre, et puis peu à peu, tu vas devenir expert là-dedans, et bien gérer tes temps, bien gérer tes températures, bien gérer tes apports hydriques. De la même manière, sur le cétogène, alors les grands papes du cétogène, notamment Tim Noakes, qui a réanimé le cétogène par ce qu'il appelait la bouncing diet à l'époque. Tu as dû sans doute lire Real Meal Revolution, qui est vraiment un super bouquin que je vous conseille par ailleurs. Mais lui, il vous dit non, mais on peut faire des efforts de très haute intensité avec des graisses. L'acétose produit suffisamment d'énergie pour compenser ce qu'on a avec les sucres. Il n'y a vraiment pas besoin. Bon, c'est pas ce qu'on a constaté sur le terrain. Faites un match de MMA sans sucre, vous allez voir, c'est pas le même match. Faites des gros intervalles à haute intensité. Bon, alors il a 3-4 exemples d'athlètes qui font du cours en natation, qui arrivent à démontrer l'inverse. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'à un moment donné, il nous faut des sucres. Donc, faire des allers-retours entre les phases, ça me paraît cohérent quand on s'entraîne à haut niveau. Bon, on a quand même, pour rester en cétose, 20-30 grammes par jour, en fonction des gens qui sont répondeurs ou non. C'est pas beaucoup, mais enfin, ça laisse quand même une petite marge de manœuvre, faut pas l'oublier. Et puis surtout, ce que vous bouffez comme sucre dans les 2-5 minutes qui précèdent votre effort rentre pas du tout dans le calcul de la même manière. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que dans les phases où vous êtes si vous attaquez un petit peu plus tôt le régime cétogène, le cutting, parce que vous avez peur au début de cette phase rapide ou que vous va mal parce que vous vieillissez ou pour plein de raisons, il est possible aussi de la commencer plus tôt et puis avant certains entraînements de faire un petit shoot, une petite recharge glucidique pré-entraînement. Parce que vous faites l'entraînement avec vos sucres, vous consommez vos sucres d'abord, mais par contre sur l'ensemble de l'effort de la journée, on est quand même sur une stratégie très cétogène. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que tous les deux, on a cette volonté de ne pas être dans le dogme. Et ce qui permet de ne pas être dans le dogme, c'est-à-dire l'application d'une méthode aveugle, de manière aveugle, bête et disciplinée, j'allais dire, c'est d'essayer de comprendre les choses, d'essayer de comprendre les termes, d'essayer de comprendre le mécanisme. Et je pense que en tant que coach, c'est vraiment nécessaire de s'intéresser, de passer du temps sur les mots. Je pense que parfois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de coachs qui parlent du développement de la vitesse, de la force, de l'explosivité, de la puissance. Et je pense que parfois, ils n'ont jamais pris le temps dans leur parcours de se dire, mais
en réalité, la force, c'est quoi? D'un point de vue physique, c'est quoi la force? De quoi est-ce que je parle exactement? De quoi est-ce que je parle? Est-ce que la force, c'est ce que j'ai appris en cours, Zatsursky, et ça, c'est la force? Ou est-ce que la force, c'est une multitude de choses qui est liée parfois à la vitesse, qui est liée au temps d'exécution? Combien de temps j'applique la force? Comment ça s'applique? Et au final, quand tu commences à ne plus juste définir une qualité physique par la force, et que tu dis les forces, la force à haute vitesse, la force à basse vitesse, la puissance, oui, la puissance maximale, mais peut-être pas la puissance maximale, la puissance, et que tu commences à L'endurance de comprendre force max. l'endurance de force, et comment j'utilise la force dans un sport de combat ou dans n'importe quel autre sport, ou la vitesse. Est-ce que le sprint, c'est de la vitesse ou est-ce que c'est de l'endurance de vitesse? À quel moment on atteint la vitesse maximale? Ou est-ce que c'est de l'application de force à haute vitesse? Et je trouve que quand et alors c'est pas forcément l'approche qu'on a en début de carrière. Ah ben non, tu as besoin de cases, tu as besoin de te T'as besoin de rassurer, cases en début de carrière, tu as besoin de cases bien définies. Mais je trouve que moi, ce qui m'a permis vraiment de passer un cap en tant que préparateur physique, c'est ce moment où finalement, j'ai lu. Puis à un moment, je me suis écarté des livres et j'ai dit, OK, mais en fait, c'est quoi la force? C'est quoi la vitesse? C'est quoi le rapport entre la force et la vitesse? Et dans le combat, comment s'exprime ce rapport entre la force et la vitesse? Qu'est-ce que c'est que la force chez moi? Et un triptyque entre la force et la vitesse et la répétition de cette force et de cette vitesse, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'endurance. Et comment moi je visualise les choses. Et je pense que quand on prend ce pas de recul et qu'on commence à se poser les questions, non pas en termes dogmatiques de dire toi tu dois être en régime cétogène, non, le cétogène c'est pas bien, la force c'est bien, non, c'est la vitesse qui est bien, le travail en endurance, le travail continu, non, le travail en fractionné, et que tu commences en fait à t'écarter de tout ça et à dire il y a des moments dans un combat où je fais du travail continu, il y a des moments où je fais du travail qui est fractionné. De quelle manière il est fractionné? Quel est le temps de travail? Quel est le temps de repos? Comment je considère tout ça? Comment j'exécute? Tu commences à comprendre la discipline, tu commences à créer des outils de progression dans ta discipline qui sont adaptés. Et tu sors du dogme. Et tu peux utiliser les outils au profit de l'expertise. Au profit de l'expertise. Sortir du dogme, sortir des modes, sortir des franchises. C'est vrai que c'est notre grande spécialité quand même en prépa physique, en entraînement, de dire tout et son contraire d'une décennie à l'autre. D'un coup, on jette le bébé avec l'eau du bain. Bon, si vous suivez régulièrement cette antenne, vous savez à quel point j'aime sortir de ça, j'aime prendre du recul, j'aime essayer de ne pas appartenir à un paradigme, même si j'appartiens fatalement à un paradigme, c'est évident. Malgré tout, on essaye toujours de remettre sur la table, et je te remercie de le faire une nouvelle fois, Nico, des choses simples. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Pour qui on cherche à le faire? Dans quel contexte? Et voilà notre trousse à outils. Et voilà comment on va les assembler individuellement. Alors, c'est peut-être le moment de conclure pour cet épisode. Donc voilà, on vous a donné des clés pour 3 périodes importantes. Il y en a d'autres. Peut-être tu reviendras et l'invitation est lancée. Tu sais que la porte est grande ouverte. Avec grand plaisir. Et maintenant, tu connais le chemin. Mais effectivement, sur ces 3 séquences que sont l'affûtage, que sont le camp d'entraînement ou le microcycle de choc et la phase de récupération, on voit que les clés pour gérer ne serait-ce que les 3 simples piliers qu'on a pris de technico-tactique, de préparation physique et de nutrition, reviennent au projet d'entraînement, à son individualisation, à son approche rationalisée par rapport à la tâche à accomplir et par rapport à la personne, et à la vision holistique à 360 que doit avoir le chef d'orchestre qui est l'entraîneur, souvent, parfois c'est le préparateur physique d'ailleurs, parfois ça peut être aussi un nutritionniste, pourquoi pas, en fonction de certains sports où c'est une des clés de la performance, mais en tout cas, quel que soit le chef d'orchestre, il doit avoir cette vision à 360 et arriver à ajuster au juste contour de la personne et de la tâche le projet. C'est ça. Je pense que si je peux rajouter juste avec grand plaisir. Une petite partie du sujet qu'on a effleuré, mais qui est capitale, c'est la notion de spécificité. Et c'est vrai que dans ces 3 phases, le fight camp, puis l'affûtage, puis après l'affûtage, la compétition, on a la récupération, on a un niveau de spécificité qui est de plus en plus important quand on se dirige vers la compétition. Et puis on a un niveau de spécificité qui peut être moins important. On en parlait tout à l'heure pendant la phase de récupération où je disais
t'as pas besoin de pratiquer les sports de combat, c'est une phase de récup. Et d'ailleurs, on a des phases de récup post-compétition, on a des phases de récup parfois l'été, où on laisse un petit peu libre son athlète pendant 2-3 semaines et on lui dit, écoute, j'aimerais pas que tu pratiques rien du tout, mais si tu pratiques rien qui n'a quelque chose à voir avec les sports de combat, ça me dérange pas. Et donc, la cette notion de spécificité, c'est le niveau, excuse-moi de te couper juste pour définir, la spécificité, c'est le niveau de proximité d'une tâche motrice avec la tâche cible. Donc, plus vous avez une discipline qui est proche ou une activité support qui est proche de l'activité que vous préparez, et plus elle est spécifique. C'est ça. Et c'est une donnée qui est capitale et qui parfois est perdue de vue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on se prépare à une tâche et le corps se prépare spécifiquement à une tâche dans un environnement spécifique, avec des coachs spécifiques, avec un temps spécifique, avec une durée de combat, une durée de récupération, un bruit, etc., etc. Et donc, plus on se rapproche de la performance et de la performance de haut niveau, et plus on doit créer un environnement qui est proche de la spécificité du jour de l'événement. Et plus on est loin, et plus on peut se permettre d'être moins spécifique, de faire un travail qui est plus éloigné de la discipline. Et là, on revient sur l'approche dogmatique, non dogmatique, de débats qui sont éternels. Est-ce que la préparation physique dissociée est importante? Est-ce que faire du squat sert à quelque chose dans la performance en sport de combat, en MMA, etc. Et surtout, à quel moment l'utilisation d'un squat ou d'un footing ou de l'utilisation d'un rameur est intéressante et à quel moment elle devient moins intéressante pour la performance du jour J. Eh ben, je crois qu'on a notre prochain topic d'épisode. C'est cool. On saura de quoi on va parler la prochaine fois que tu reviens. C'est génial. En tout cas, bon, si vous avez kiffé, évidemment, vous savez quoi faire. Il faut liker, il faut partager, il faut commenter. On est très actifs tous les deux, donc on prend le temps de répondre aux commentaires. N'hésitez pas à nous interroger. Si vous en voulez plus de Nicolas Hoth, c'est facile. Nicolas Hoth sur tous les réseaux que vous connaissez. Il est aussi très productif sur tous les thèmes dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? C'est très bien. Merci beaucoup Aurélien pour l'invitation encore une fois. Et puis, tu reviens quand tu veux. Pour tout le travail que tu fais pour vulgariser la préparation physique au grand public. Merci à toi. Merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.